voit bien. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, bienvenue parmi nous. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Madame Aeschlimann, vous m'entendez, mais je ne suis pas sûre que nous vous entendions. Est-ce que vous voulez bien réessayer, s'il vous plaît? On va faire un test de micro. Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. On vous entend très bien. Merci beaucoup. Je vais peut-être commencer avec vous, Khalifé. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la démocratie dans la construction de la politique de la santé? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est réellement là? Une question vaste. Mettez bien le micro sur votre menton, comme ça on est sûr de vous entendre. Une question vaste. Si vous la posez à l'ancien médecin hospitalier pendant 40 ans, puis dont la moitié presque président de CME et membre des instances régionales comme l'Axos et d'autres, PRS et tout ça, je vous dirais oui, très bien, puisque c'est le cas. Si vous vous adressez aux sénateurs, vous avez entendu Philippe Mouillet tout à l'heure, qui a répondu à un certain nombre de questions et a rappelé les relations intimes qu'il y a, intimes dans le sens professionnel, rassure-toi Lamine, qu'il y a entre votre fédération, chère Lamine, et la Commission des affaires sociales du Sénat. Je vous dirais oui. Maintenant, si vous me posez une question qui ne dépend pas de moi, quelles sont les relations entre les fédérations et le ministère? Je ne veux pas dire que je n'ai jamais été ministre de la Santé et je ne m'attends pas à y être. J'ai l'impression que oui, mais ce n'est qu'une impression. Donc, Monsieur Larby et Lamine connaissent mieux que moi ces relations avec le ministère pour en parler. Puis j'ai entendu tout à l'heure la réponse d'Arnaud Robinet à une question que vous lui avez posée, donc vous n'allez pas me la reposer. C'est promis, non. Vous pouvez, si vous voulez, je répondrai la même chose. Mais en dehors de tout ça, je voulais dire que le visage privé a changé en 40 ans. Je ne vous apprends rien. Avant, la Fédération d'hospitalisation privée, c'était pour la plupart des cliniques qui appartenaient à des médecins, plus souvent des chirurgiens, qui étaient ancrés dans un territoire et avec qui les gens en parlent, les gens se parlent. Le privé avec le public, les collègues, moi j'étais cardiologue, j'ai des relations avec l'ensemble des cardiologues privés et publics du Grand Est, donc les relations étaient plus simples. Mais la physionomie du privé a changé. Maintenant, c'est des grands groupes, c'est pas un reproche, c'est comme ça. C'est des grands groupes qui gèrent pour la plupart. Il y a encore des individuels, bien sûr. Et le dialogue régional est plus compliqué. Oui. Et le sénateur, et Philippe Mouillet l'a dit tout à l'heure, le Sénat, c'est les territoires. Et le dialogue dans les territoires, je pense qu'il y est encore aujourd'hui. Oui. À travers l'Axos, à travers les relations locales. Moi, j'étais président de l'hôpital du CHR de Metz-Thionville. On a d'excellentes relations avec le groupe L100, et pas seulement L100, d'autres qui sont sur nos territoires. On a géré le Covid ensemble. C'était même exemplaire parce que peu de départements étaient aussi investis collectivement. Donc, la difficulté de l'exercice aujourd'hui, c'est que le privé, de mon point de vue en tout cas, est protéiforme. Je n'irai pas jusqu'à la financiarisation du privé et de la médecine en général, qui est encore un autre sujet. Il faut distinguer le privé, le libéral, de ce qu'on a aujourd'hui en plus de l'existant. Marie-Do Aeschlimann, comment pourrait-on construire des politiques de santé plus efficaces pour améliorer le soin aux patients? Alors sans doute en imitant plus de démocratie. Mettre plus de démocratie, c'est quoi? C'est essayer de rendre plus efficace notre système de soins, son organisation, pour atteindre les objectifs, ceux de la santé au XXIe siècle, c'est-à-dire faciliter l'accès aux soins pour tous et en tout point du territoire. C'est bien sûr construire un environnement aussi favorable à l'innovation et la recherche pour pouvoir améliorer les traitements et donner au meilleur traitement possible à chacun. Et puis c'est aussi renforcer les politiques de prévention, ça c'est capital.
parce que sans prévention, eh bien, les situations peuvent se dégrader et nécessairement l'accès aux soins est compromis. Alors, la démocratie en santé, c'est quoi? C'est mieux associer les partenaires, les acteurs avec les autorités publiques, avec le ministère notamment. Et j'ai une double casquette, celle de sénatrice bien sûr, comme mon collègue Khalifé et le président Mouillet qui a pris la parole tout à l'heure. Mais je suis aussi, et depuis plus de 24 ans, une élue locale. Je le reste. Et l'élu local, elle rencontre au quotidien des patients, des usagers qui se plaignent de ne pas avoir accès suffisamment, assez vite, à des consultations pour se faire soigner correctement. Et alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est parce qu'il y a un déficit de démocratie, parce que tout se décide au ministère, souvent des technocrates, qui n'ont pas toujours cette facilité à entrer en contact, notamment avec les élus locaux que nous sommes, mais aussi avec les acteurs du système de santé et tous les acteurs du système de santé. On l'a vu à l'occasion de la crise sanitaire de la Covid-19. L'impéritie de l'État, l'impréparation de l'État, les difficultés concrètes à pouvoir être opérationnelles et efficaces ont poussé les collectivités locales, les communes, bien sûr, les départements, mais aussi les régions. Et moi, j'en ai eu une expérience de façon très opérationnelle et très concrète, à la fois comme adjointe au maire, mais aussi comme conseillère régionale. Nous avons nos manches, nous sommes allés au charbon pour ouvrir des centres de vaccination, pour déployer des politiques de dépistage, pour distribuer des équipements de protection individuelle. Pourquoi? Parce que l'État, dans son jacobinisme, dans son centralisme, n'avait pas fait assez de place aux collectivités. Et ça, c'est un programme réglé par la suite. C'est pour ça qu'en région Île-de-France, nous demandons davantage de pouvoir, d'association de la région dans la politique de santé, bien sûr, mais ça se fait dans d'autres pays, dans des pays étrangers comme l'Allemagne, où les Länder sont évidemment très associés à la politique. Ça se fait aussi au Danemark, ça se fait bien sûr en Finlande, où ce sont les communes qui sont à la manœuvre. Donc ça pourrait se faire aussi en France. Et donc, c'est pour ça que de nombreux élus locaux, et moi j'en parle très régulièrement avec mes collègues, sénateurs et élus locaux, demandent à ce que plus de place aux élus locaux, aux collectivités locales, mais aussi de place aux acteurs privés, parce qu'ils sont en première ligne. Khalifé, vous vouliez réagir? Je voulais réagir sur ce qui a été dit tout à l'heure concernant les professionnels de santé, parce qu'on parle de démocratie, beaucoup de choses se décident au lieu, comme on dit maintenant, sans évaluation, sans rien. Je prends l'exemple des infirmières. Oui. Les régions qui sont responsables de la formation font des efforts énormes pour maintenir des instituts de soins infirmiers sur tout le territoire. Il se trouve qu'on a décidé dans un bureau au ministère qu'il faut que tout le monde passe par Parcoursup. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et ça a été dit, on a 20%, jusqu'à même plus que 20% de départ, enfin des gens qui quittent la formation au bout de 2-3 ans parce que ils n'ont pas eu ce qui existait avant, l'interrogatoire, l'entretien préalable avant de rentrer à l'école d'infirmière. Donc il n'y a eu aucune sélection. Ça, ce sont des choses sur lesquelles on travaille au Sénat, notre groupe avec Philippe Mouillet, Corinne Imbert et d'autres, travaillons au Sénat. La même chose au niveau des études médicales. Je suis désolé, moi j'ai connu l'ancien régime, mon âge l'oblige, mais j'ai vu que les choses se sont dégradées dans tous les territoires, pas seulement en Moselle ou ailleurs, dans tous les territoires, avec les épreuves classantes nationales qui ont dispersé 10 000 étudiants un peu partout en France. Et je suis désolé, quand on reste 4 ans, 6 ans dans une région, on y reste. Ouais. On ne revient pas dans sa région d'origine ou sa fac d'origine. Les territoires ruraux qui sont de moins en moins connus maintenant connaissent une désertification médicale catastrophique. C'est pour ça qu'il est capital de revoir aussi ce concours d'internat, le rendre plus régional, voire même dans les régions Grand Est, avant c'était chaque subdivision, pour qu'on puisse fidéliser les médecins sur leur territoire, qu'ils connaissent mieux leur territoire et non passer, comme ils le font aujourd'hui, 6 mois ou au maximum 1 an dans un hôpital, sans y habiter d'ailleurs, en faisant les trajets,
Et ça, ce sont des choses qui rentrent dans ce que vous appelez la démocratie sanitaire aussi. Mais c'est ça, mais à vous entendre, ce n'est pas une impression, ce déni de démocratie, c'est une réalité. On a souvent des décisions qui sont prises à l'encontre de toute logique. Sans évaluation. Non, peut-être que c'était logique à l'époque, mais en tout cas, au bout de quelques années de fonctionnement, il faut se rendre compte que ce n'est pas logique et ce n'est pas efficient. Et voilà, là, maintenant, les élus, on en parle en permanence. Moi, il n'y a pas un jour où je ne reçois pas un appel d'un maire aidez-nous à trouver un médecin. Mais et là, ce discours, on l'entend tous les jours. Mais est-ce qu'on peut parler, Marie-Do Aeschlimann, de politique, de démocratie, quand les politiques de santé, elles sont construites sans mettre autour de la table tous les acteurs, sans concertation avec tout le monde? Moi qui étais des deux côtés... Attendez, parce que là, vous êtes tous les deux à répondre en même temps. Marie-Do, si vous voulez bien d'abord. Oui, on vous écoute. L'essence de la démocratie, c'est associer tous les acteurs, bien sûr. C'est à la source, c'est concerté. Et donc nécessairement, lorsque, dans le cadre d'une politique, qu'elle soit, les autorités publiques ne vont pas à la source, n'interrogent pas, ne concertent pas, il y a un déni manifeste de démocratie. On l'a vécu il y a quelques mois, l'an dernier, lorsque le ministère a annoncé une tarification assez injuste, la tarification différenciée entre le public et le privé. Et nous avons été nombreux, parlementaires, mais aussi tous les acteurs derrière le président Garbi, à se mobiliser pour dire cible, parce que, d'abord, il n'y avait aucune concertation, que les acteurs, les hôpitaux et les cliniques privées subissaient les mêmes charges, les mêmes enjeux, les mêmes difficultés que le public, qui coûtaient moins cher que le public, qu'ils participaient à l'offre de soins, aux services d'urgence, à la recherche, et pourtant qu'on faisait une différenciation tarifaire qui était totalement injustifiée. Et cette façon de faire qui est assez courante en France, il faut savoir faire son mea culpa pour essayer de s'améliorer, eh bien elle pose problème parce qu'elle crée des blocages alors qu'on a besoin de l'implication de tous les acteurs, le public qui a toute sa place, qui a toute son importance. J'ai entendu tout à l'heure le président Robinet en parler avec toute l'énergie qu'on lui connaît, mais aussi le privé, parce qu'il y a une vérité entre le public et le privé. Et je veux le souligner aussi, une vraie nécessité d'associer les élus locaux et les collectivités locales qui sont en première ligne, qui connaissent leur territoire et qui ont plus que les ARS, qui ont plus que les cadres et les technocrates qui se servent, la capacité de savoir ce qui est nécessaire dans leur territoire, de façon très fine, parce qu'encore une fois, lorsqu'on parle du territoire francilien, quand on parle de la Corse, quand on parle des Alpes, qu'on parle de la Corrèze, on a des situations totalement différentes. Et je ne parle même pas des territoires ultramarins qui, on le sait, ont encore des situations démographiques différentes, qui ont des équipements différents et qui rencontrent des difficultés accrues à cause de l'éloignement. Donc, toutes ces situations-là nécessitent davantage de démocratie dans la prise de décision, dans le financement, dans la définition des priorités, et donc une meilleure association aux côtés des pouvoirs publics, du ministère, du ministre et de toutes les agences, des élus locaux, mais aussi des acteurs privés qui fournissent, qui concourent à la production de soins dans chacun des territoires. Qualifié. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je vous ai dit, j'ai eu le privilège d'être de deux côtés, et c'est vrai qu'on manque d'évaluation sur tout ce qui a été fait. Puis, chose importante, probablement depuis le Covid, que l'État se rend compte du rôle des élus locaux. Ouais. Et qui sont en première ligne. Ils l'ont été pour le Covid avec l'ARS, enfin aux côtés de l'ARS, aux côtés de l'État. Au niveau formation médicale et paramédicale,
les élus étaient totalement exclus, mais totalement exclus. Maintenant, ils payent les conséquences de cette absence de vision territoriale de ceux qui enseignent la médecine ou ceux qui gèrent l'enseignement des professionnels de santé en général. Bon, la région, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les élus, donc ils ont tenu à ce qu'il y ait des formations un peu partout sur le territoire, mais au niveau médecine, on est encore aux abonnés absents. Oui, ça n'avance pas. Quels sont les freins aujourd'hui, finalement, pour réussir à faire en sorte que tout le monde dialogue ensemble? Il faut déjà que tous les partenaires, puis que les décideurs tiennent compte, évaluent les dégâts qui ont été faits depuis ces réformes des études médicales, pour ne rester que là-dedans, pendant des années, avec la disparition de certains concours, etc., qui faisaient que les territoires restaient vivants malgré le numerus clausus à l'époque. Et il faut avoir le courage de dépasser les petits intérêts. Et je le dirai, parce que l'idée commence à germer un peu au niveau de l'Académie de médecine, pas encore au niveau de la conférence des doyens, mais je ne désespère pas avoir des adeptes qui accepteraient de revoir la copie. Puis les internes aussi, qui y sont aussi pour quelque chose dans ce maintien du système. Jean-Carl Grelier, qui devait au départ faire partie... Oui, pardon, Marie-Do Ashliman, on vous écoute. Oui, je dirais, peut-être pour compléter le propos de Khalifé, moi j'identifie le principal frein comme un frein essentiellement culturel, et dire presque idéologique. C'est cette tendance très, très forte en France à vouloir tout centraliser, à tout décider du haut, sans se rendre compte que chaque territoire est différent, que les enjeux sont différents et qu'en milieu rural, comme dans les métropoles, ce ne sont pas les mêmes vies, ce ne sont pas les mêmes besoins et même d'une commune à l'autre, parfois les difficultés sont différentes. Donc il faut sortir de cette logique très centralisatrice, très dirigiste, faire sans doute davantage confiance à chacun. Je parlais tout à l'heure des élus locaux, mais aux autres acteurs et aux partenaires. Et puis peut-être il y a aussi quelques freins qui sont de nature bureaucratique. On ne peut pas décider les choses d'un coup de crayon sans avoir concerté, sans avoir interrogé, associé les partenaires. Et puis il y a peut-être aussi un frein qui est de nature financière. On connaît des finances publiques et des finances sociales dans notre pays. On sait qu'il y a une vraie volonté des élus locaux de s'associer, de s'impliquer et de répondre aux besoins de leur population de façon très fine, de façon très précise. Mais il y a quand même un frein financier aussi qui se pose. Et malgré l'effort que moi je le vois dans mon département des Hauts-de-Seine, de nombreuses communes s'impliquent et consacrent des budgets importants pour préempter des fonds de commerce et les dédier à une activité médicale, pour ouvrir des cabinets, pour ouvrir des maisons pluriprofessionnelles de santé, pour faciliter la création de centres de santé sans rendez-vous, parce que ça correspond à un besoin de la population, un besoin des patients, et puis aussi sans doute un besoin des professionnels de santé qui, on le sait maintenant, ont envie davantage de travailler en réseau, de travailler en cabinet groupé, de se soutenir, de visiter l'organisation des remplacements. Et donc tout ça, ça nécessite des moyens. Ça nécessite parfois d'investir aussi des fonds importants pour donner des aides à l'installation, pour donner des subventions d'équipement. Et tout ça, ce sont des moyens importants que les communes ont trouvés. Dans le même temps, on voit que l'État est en grande difficulté financière. Donc on a des enjeux qui sont à la fois de pensée globale, mais agir local et agir finement, tout en tenant compte de la nécessité pour l'État de développer une politique équilibrée sur tous les territoires et de remplir, de pourvoir aux besoins avec la même efficacité. Et ça, c'est pas toujours gagné d'avance.
qu'il va nous falloir un ministre de la Santé, on l'attend toujours. Quand je discutais avec Jean-Carl Grelier, il me disait un des problèmes sur les débats de santé à l'Assemblée, c'est que quand on n'est pas médecin, on n'est pas entendu. Donc, est-ce que vous le ressentez? Et j'avais une question, est-ce que vous pensez qu'un ministre de la Santé, je vous pose la question à tous les deux, doit obligatoirement être un médecin? Je vais laisser ma collègue qui n'est pas médecin répondre. Je pense que c'est une facilité, c'est une connaissance du domaine qui est utile pour bien appréhender le sujet. Mais ce n'est pas une obligation en tout état de cause. Je pense que c'est un plus. Je crois qu'on a eu 5 ministres de la Santé en à peine 3 ans. Donc cette instabilité est aussi un problème. Je crois qu'il faut surtout un cap. Il faut des objectifs. Il faut une méthode. Et ça, ces qualités-là, on n'est pas obligé d'être médecin pour les avoir. Cependant, avoir une spécialité, avoir fait des études de médecine, connaître les enjeux, connaître les professionnels de santé, c'est incontestablement pour moi un plus pour pouvoir occuper des fonctions qui sont importantes, avec des enjeux qui sont vraiment cruciaux pour les années à venir, face aux problématiques de démographie, enjeux financiers, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis raréfaction, problème de désertification médicale qui se pose de façon de plus en plus accrue partout dans nos territoires en France. Alors, je vais faire une réponse de Normand, si vous permettez, en disant qu'un ministre de la Santé, bon, on doit avoir quand même savoir de quoi il parle déjà, mais malheureusement, aujourd'hui, la santé, c'est pas que la santé elle-même. Il y a les finances, et tout ce qui va avec. Il y a l'enseignement. En plus, on a un problème. L'enseignement médical est co-géré par le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur, ce qui complique vraiment les choses. Oui, il faut savoir de quoi on parle, mais je suis désolé, on a eu de très grands ministres de la Santé qui n'étaient pas médecins et qui se sont bien passés. Bon, j'ai envie de dire, pour simplifier, il faut relativiser parce que dans les ministères, et sans faire offense à personne, il y a des fonctionnaires qui sont là et qui contrôlent tout et qui dirigent tout avec tout le sens que j'ai envie de donner à diriger. Lamine, non, mais ça me fait sourire, mais le président Macron a lancé la stratégie nationale de santé, des centaines de réunions sur le territoire, des centaines. En Occitanie, il y a eu 300 réunions. Qu'est-ce qu'il en reste? Rien. Rien. Il a lancé le chantier de la tarification. Trop de T2A, c'est l'alpha et l'oméga des misères de l'hôpital. Depuis 4 ans, il y a eu 4 ministres qui ont travaillé dessus. Il ne s'est rien passé. Donc moi, je suis un peu lassé sur cette démocratie. Moi, j'appelle ça souvent de la démagogie. Les comités d'allocation, d'autorisation, les fameux COSOS, voilà, où il y a 30, 40 personnes. Moi, je pense qu'il faut redonner le pouvoir aux professionnels, et qu'on donne les autorisations au meilleur des dossiers, et non pas en fonction de l'appartenance publique ou privée. On nous reproche aujourd'hui de ne pas participer de manière forte aux urgences, parce que pendant 20 ans, on nous a refusé les autorisations. Refusé l'autorisation parce que c'était le public qui devait avoir l'autorisation d'urgence, d'IRM, de scanner, et j'en passe. On paye toute cette difficulté. Je salue Kylian, le nouveau président de l'ISNI, le syndicat des internes. Il y a aussi une polémique, 1500 stages qui n'ont pas été attribués. Bon. Le privé, c'est 1% d'accueil des internes. C'est pas normal. Il n'y a pas eu l'effet 30% d'étudiants en plus qui, dans 10 ans, vont donner la bouffée d'oxygène que nous attendons tous. C'est pas vrai. Parce qu'il n'y a pas de terrain de stage. Et les terrains de stage, les hôpitaux publics, ils n'en ont pas assez. Et plutôt que de se tourner vers nous, ils les gardent. Donc moi, je suis un peu contrarié, même fortement, par cet état d'esprit. Et j'aimerais que ça change. J'aimerais que ça change. Et vous avez, vous, le pouvoir, les politiques. Et j'ai un grand respect sur vos missions, vos mandats, parce que vous avez les moyens de faire changer les choses. Encore plus aujourd'hui, où il n'y aura plus de ministres,
tel que nous le concevions par le passé. Ça va revenir. Mais là, la durée de vie d'un gouvernement, ça devient la caricature. On lit, mais je ne sais pas, que M. Barnier pourrait démissionner. Enfin, c'est un monde de fous. Le Parlement attend que la première occasion pour faire tomber le gouvernement, attend le mois de juin pour qu'on revote. Ben, je ne sais pas. Alors, c'est ce que je disais ce matin, il faut qu'on se passe des ministres, qu'on travaille avec l'administration qui a les pleins pouvoirs, c'est vrai, mais heureusement qu'elle est là, parce que ça permet d'avancer. Et puis surtout, c'est le lien avec tous ces ministres qui passent et qui, aujourd'hui, ne sont plus, je dirais, en état d'impulser. Alors, est-ce qu'il faut un médecin? Je ne sais pas. On a eu des médecins, on a eu une pharmacienne qui a été ministre, Aurélien qui n'était pas médecin, Frédéric qui n'était pas médecin. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut peut-être une personne qui aime tout le monde et qui continue à apporter ce message d'équité, parce que l'équité, vous nous la devez. C'est même plus une question, c'est vous nous devez cette équité, et je ne cesserai de le rappeler dans les semaines, les mois et les années qui viennent, parce qu'on ne peut pas continuer sur cette logique-là. Et monsieur le maire, ce matin, l'a très bien dit, et tous les élus de tous les territoires, et vous êtes élus, la première demande, c'est de trouver un médecin. Mais simple. On ne veut pas le spécialiste du spécialiste du spécialiste. On veut d'abord, la première porte d'entrée, c'est la médecine générale. Et cette médecine générale, aujourd'hui, est maltraitée. Bien sûr, il y a eu des revalorisations tarifaires sur la consultation, mais qui sont toujours indécentes. Je suis désolé, 25, 30 € pour une consultation. Enfin, aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Leur rémunération se paupérise. Donc, il faut changer aussi cet état d'esprit et considérer qu'on ne pourra pas avoir des médecins qui s'investissent jour et nuit s'il n'y a pas une rémunération qui soit à la hauteur de leurs attentes et de nos attentes. De nos attentes. Nos attentes. Parce que aujourd'hui, pour boucler un tour de garde dans nos services d'urgence, dans nos services de chirurgie, ça devient la problématique majeure de nos directeurs pour les médecins, mais également les plannings de garde de nos infirmiers et infirmières, et même aujourd'hui, ce que je n'ai pas connu, des aides-soignants. Jusqu'à maintenant, les aides-soignants, c'était une population professionnelle qui avait, je dirais, du répondant en termes de nombre. De nombre, merci Glantine. Et aujourd'hui, on a des pénuries d'aides-soignants. Donc tous les pans du soin sont en difficulté. Et ça, pour nous managers, c'est un souci premier. Et ça, vraiment, il faut ouvrir les quotas, et je suis ravi de voir les étudiants ici présents. Il faut ouvrir les quotas, il faut vraiment que Parcoursup devienne, je dirais, une anecdote, je dirais un incident de parcours de la vie, parce que c'est une abomination. Et je ne supporte plus également que nos gamins, nos enfants, partent en Roumanie, partent en Espagne, parce qu'on les a récusés à 15 de moyenne en première année de médecine. 15 de moyenne. J'en connais. 15 de moyenne. 15 de moyenne. Je ne sais pas si vous imaginez. Je n'ai pas 15 de moyenne. Et ils ont parfois l'envie, la passion chevillée au corps, et ils ne sont pas pris. Moi, ça me met, et je dis ça parce que j'ai bien sûr de la famille mon neveu, véridique forcément, 14,70 de moyenne à Montpellier, il part faire kiné à Barcelone, alors qu'il voulait être anesthésiste. Alors peut-être qu'après, avec la passerelle, il pourra effectivement, mais est-ce que c'est ça qu'on veut donner à nos enfants qui ont une envie d'épouser ce métier, parce que c'est pas un métier facile, hein. C'est pas un métier facile, et aujourd'hui on les contraint à s'exiler. Et il y a une seconde difficulté, c'est les moyens. Il faut que les parents puissent financer, je dirais, les études à l'étranger. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Les parents font des emprunts étudiants, donc ils mettent sur la charge, sur la tête des enfants, avant, je dirais, de commencer à travailler, une dette que, je dirais, notre collectivité se doit d'assumer. C'est-à-dire que l'université, l'école est gratuite, ça n'a pas de sens gratuit, mais est solvabilisée par nos impôts, et donc on détourne je dirais, ce bien universel qui est la solidarité nationale vers des pays européens. Et inversement, on embauche des médecins étrangers qui font défaut dans leur pays d'origine parce que la rémunération chez nous est plus attrayante que dans leur pays d'origine. Donc on paupérise ces pays-là. Et dernier point, coup de gueule, sur les médecins étrangers d'Afrique du Nord, il n'est pas normal
que seuls les hôpitaux publics peuvent avoir accès à ces compétences-là. Ce n'est pas normal. Médecins, infirmiers d'Afrique du Nord, qui sont francophones, avec une formation qui est validée, alors que sur les 27 pays d'Europe, je ne suis pas sûr qu'on puisse valider la formation médicale et paramédicale des 27 pays, alors que Tunisie, Algérie, Maroc, la formation est validée, francophone, et nous ne pouvons pas, nous, accéder à ces personnels-là, qui sont de grande qualité, très souvent. Très bien, vous avez... Est-ce que l'un de vous deux veut réagir? Oui. Vous avez évoqué plusieurs sujets pour lesquels je ne peux être qu'entièrement d'accord. Et à la limite, si vous m'aviez demandé je crois que j'aurais dit la même chose que vous, cher Lamine. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème sur tout ce que vous avez dit. Juste, vous avez parlé des étudiants qui vont à l'étranger. Là, nous avons les associations de parents d'étudiants qui vont faire vétérinaire. Vous voyez, je ne change pas de sujet, mais là aussi, on demande aux collectivités de payer les étudiants qui partent faire des études à l'étranger. C'est dire que les élus sont vraiment attaqués de tous les niveaux dans ces domaines de formation qui font défaut ici. Et là, je crois que je n'ai pas de réaction autre que celle que vous approuvez sur ces problèmes de formation. Hein. Ça. Madame Ashliman, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant de conclure cette table ronde? Et évidemment, dire que Lamine a fait un diagnostic qu'on n'aurait pas fait mieux. Et en très peu de temps, il a dressé la liste des mots dont on parle régulièrement en commission des affaires sociales, mais aussi dans l'hémicycle. Et on a donc, avec Khalifé, une liste de commissions. On repart pas les mains vides, mais avec une liste de commissions. Il y aura beaucoup de responsabilités pour le nouveau gouvernement qui sera nommé, et bien sûr le ministre, parce que les enjeux sont importants et surtout qu'il y a de fortes attentes au niveau de la population, mais également au niveau des professionnels de santé qui ont envie d'exercer aux jeunes, au niveau des jeunes qui ont envie de se former, qui ont la vocation métier et qui, comme cela a été dit tout à l'heure, se voient rejetés ou bien acculés à s'exiler. Et ça, c'est pas normal, quand dans le même temps, on a des territoires où on manque de médecins. Et c'est là qu'on voit que le système, on marche sur la tête, en vérité. Et ce sont des hommes politiques qui prennent ces décisions-là. Et j'ai envie de dire que si elles étaient mieux préparées, si on associait mieux les professionnels, notamment de santé, et tous les professionnels de santé, on n'en arriverait pas à des aberrations comme celles qui ont été citées tout à l'heure. Donc, il n'y a pas d'homme providentiel, je pense, il n'y a pas de femme providentielle pour occuper ses responsabilités. Je pense qu'il faut quelqu'un qui ait la tête bien sur les épaules, qui ait la connaissance des enjeux, qui soit un manager, mais qui ait surtout une vision et qui sache s'entourer et travailler avec tout le monde. Travailler avec les professionnels, travailler avec les élus, travailler avec les associations représentatives et ne pas s'enfermer dans une tour d'ivoire, parce que dans une tour d'ivoire, on n'a pas accès à la réalité des choses et nécessairement, on n'entend qu'un son de cloche. Et souvent, le son de cloche, il est... Donc, on va attendre de voir, puisqu'on nous annonce incessamment sous peu un gouvernement qui sera nommé bientôt. Et on lui souhaite beaucoup de courage et on sera là pour être des aiguillons, mais aussi être vigilants à éviter à ce que des mauvaises décisions ne soient prises, parce que l'heure est grave et les enjeux sont importants. Vous avez déjà deux soutiens au Parlement qui seront là. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de vos interventions. Merci à vous.